Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 350e rencontre en endroit où aller où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Sacha Perrine. Bonsoir Sacha. Bonsoir Nathalie. Alors je te reçois pour un premier roman policier qui s'appelle Entendre nos fantômes. Le voilà, une enquête du docteur Vic Vickensen qui est paru le 8 février dernier aux éditions Robert Laffont. Avant qu'on commence à discuter de ce livre, je voudrais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent qu'ils peuvent poser toutes les questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou en commentaire sur la page Facebook. Comment ça va, Sacha? Eh ben ça va pas mal, ça va pas mal. Et toi? Donc, un premier roman policier, mais quelle idée, et quelle belle idée surtout. Comment c'est venu ça, cette idée de se lancer dans le polar? C'est venu d'une discussion avec mon éditrice à l'époque, à une terrasse de café, qui m'a dit bah tiens, ce serait rigolo pour une fois de sortir un peu des sentiers battus et une héroïne qui serait une psy et qui aiderait les policiers à résoudre une enquête. Voilà, c'est parti comme ça. Quelques semaines plus tard, je suis parti en vacances à Uzès, où ma femme a une maison de famille, qui est une vieille maison très grande, un peu abîmée, avec voilà, toutes les traces, les couches de temps. C'est une maison qui est dans la famille depuis 100 ans, donc voilà, avec plein de photos en noir et blanc, avec des toiles d'araignée, avec des chauves-souris, et voilà, et c'est venu un peu comme ça, un matin que je prenais le café place aux herbes, devant ce qui est maintenant un restaurant, mais ce qui était à l'époque une boulangerie qui s'appelle Aux Familles, ça a gardé le même nom. Et, euh, et c'est venu comme ça, tout d'un coup, je sais pas, je peux pas te dire. J'ai visualisé cette héroïne, je me suis imaginé que quelqu'un se faisait tuer dans cette boulangerie. Et puis c'est venu comme ça. Et c'est aussi que avant ça, j'étais plutôt dans une réflexion, dans des écritures très autobiographiques, et que j'avais aussi envie d'écrire à la troisième personne et de partir dans quelque chose de 100% romanesque. Donc, tu vois, c'est venu un peu comme ça, mais de manière assez inconsciente finalement, hein. C'était pas vraiment calculé. Est-ce que tu peux nous faire un résumé en 1 minute de l'histoire pour que tout le monde soit sans rien dévoiler, parce que ça, ça va être la partie la plus compliquée pour toi et pour moi. Mhm. Voilà, en une D'accord. minute. Tu as 1 minute pour résumer ton livre. D'accord. Alors, nous sommes à l'été 1986. Le docteur Vickensen est une grande psychiatre d'Uzès qui exerce dans un vieux château un peu abîmé. Elle est spécialiste du transgénérationnel, elle écrit des bouquins, des best-sellers, etc. Et un matin, alors qu'elle vit avec sa mère, son ado de fille et un bébé qu'elle vient d'avoir, son mec, le père de son bébé, la largue avec une lettre, mais sans rien lui dire. Et dans le même temps, elle apprend que son patient, qui est le boulanger, vient d'être assassiné dans des conditions atroces et mystérieuses, et qu'en réalité, son corps a disparu, qu'on n'a retrouvé qu'un seul doigt avec un message mystérieux. Et à partir de là, elle va se retrouver embrigadée dans l'enquête parce que celui qui est chargé de cette enquête-là, c'est un gendarme qui s'appelle Dick. Et Dick se trouve être un ami très proche de Vic, un ami d'enfance qui avait disparu depuis des années parce qu'il était parti pour des raisons qu'on découvrira peut-être très loin. Et il se retrouve sur l'enquête, sauf que ça va se passer de manière assez difficile au début parce que quand même, quand ils se sont quittés, en gros, il y avait eu un premier baiser entre eux, et puis après ce premier baiser, bah, il a complètement disparu. Et donc Vic se retrouve à enquêter avec Dick, et ce qu'elle va découvrir va bouleverser toute sa vie, tout ce qu'elle croyait connaître, parce qu'en fait, après ce meurtre-là, bah, il va y avoir une série de nombreux autres meurtres perpétrés par celui qu'on va appeler dans le village le meurtrier invisible, tout simplement parce qu'on ne le voit jamais et parce qu'il a toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire ne laisser qu'un doigt. Voilà, il y a un doigt à chaque fois et on ne retrouve pas les corps, on ne sait pas où ils sont. Voilà, ça te va? Ah, c'est parfait, c'est nickel. Donc là, ce qui n'est pas banal, c'est qu'on a une enquêtrice qui n'est pas du tout ni gendarme, ni policière, ni douanière, ni quoi que ce soit. Elle est psychiatre et elle écrit des Oui, best-sellers. Et elle vit dans tout un à château. fait.
Voilà, donc là déjà pour planter le décor, on a le personnage. Et moi je pense que la plus belle réussite, outre l'histoire bien sûr, de ce roman, c'est ce personnage de Vic Vikensen. Alors c'est qui Vic Vikensen? Alors, Vic Vikinson, c'est une femme très brillante qui a 43, 44 ans, euh, qui est une femme, alors vraiment, si on reprenait la fameuse chanson de Michel Sardou, La femme des années 80, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour l'époque, elle est très très en avance. Elle a divorcé, elle a quitté son premier mari, donc elle élève son ado seule. Là, elle vient de se séparer de son mec avec son bébé, donc elle vit vraiment toute seule. Elle est indépendante, elle est autonome, elle est extrêmement brillante et reconnue. Elle fait des signatures dans toute la France. C'est vraiment une apôtre de la psychogénéalogie du transgénérationnel. Et c'est une femme au début de l'histoire qui est dont on se dit finalement en apparence qu'elle est sans faille, quoi. C'est-à-dire que voilà, elle a tout réussi, c'est une excellente psychiatre, voilà. Et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est petit à petit de montrer comment le vernis s'abîme et comment derrière cette apparence-là, voilà, c'est un petit côté, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Là, pour le coup, je me suis servi de mon expérience à moi, c'est-à-dire comment on peut parfois passer toutes ces journées à écouter des patients et à les aider, et en même temps être dans des périodes de nos vies où, comme tout le monde, c'est une catastrophe, ça va pas. Voilà. Et Vic, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire que le début du livre, au-delà des meurtres, c'est vraiment une période de crise pour elle, où tout ce qu'elle a construit s'effondre. Euh, voilà, mais c'est un personnage sensible, intelligent, dont on découvre aussi qu'elle est quand même très perdue, qu'elle ne sait pas trop où elle en est, et, qui est aussi finalement aux prises avec les défenses qu'elle a elle-même érigées en tant que psychiatre, où elle pense qu'au fond, bah voilà, comme elle est spécialiste du transgénérationnel, elle est absolument certaine qu'elle a tout compris sur tout, qu'elle connaît son histoire, qu'elle sait qui est son père, etc., etc. Alors qu'en fait, l'histoire va lui montrer à peu près tout le contraire. Et je ne vais pas déflorer l'histoire, mais Elle est un peu en couleur, un peu en décalage, j'ai l'impression, dans ce village. Alors, on est dans les années 86. Alors, ça aussi, c'est intéressant, ouais. la période, parce qu'il n'y a pas toute la police scientifique qu'on connaît maintenant avec la technologie. Il n'y a pas de téléphone portable. Bon, par contre, elle a une Porsche. Elle roule en Porsche, elle vit dans un château. Donc, déjà, il y a un peu le décalage. Mais c'était important pour toi de transposer cette histoire, justement, dans les années 80. Oui, très important parce que justement, euh, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait d'inventer une histoire où on ne peut pas s'appeler sur le téléphone portable, on ne peut pas faire de recherche Internet, où l'ADN n'existe quasiment pas, ou en tout cas c'est très peu utilisé. Voilà, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça pouvait donner que ça se passe dans ces années-là, quoi. Comment est-ce que une psy pouvait travailler, comment la police pouvait travailler, comment aussi les relations entre les personnages pouvaient se dérouler. Et aussi, ça m'a beaucoup amusé, parce que moi, je travaille beaucoup avec des ados de 2024, mais j'avais envie de voir aussi avec Françoise, qui est sa fille ado et qui est un personnage important aussi de l'histoire, bah finalement, qu'est-ce que ça pouvait donner? Donc, je me suis bien amusé avec ça, avec un certain nombre d'objets iconiques de l'époque, qui étaient donc ni TikTok, ni les iPhones, mais qui étaient plus les Walkman, Prince, les rollers, et tout ça. Donc voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'avais envie Bon, puis il y a aussi une raison, mais là que je ne vais pas dévoiler, qui est une raison de narrative à ce que ça se passe en 86. Alors justement, tu viens de le dire, Vic, elle a deux filles. Donc elle a Françoise l'aînée qui est ado, et elle en a une plus petite qui a 2 ans, qui s'appelle Marguerite, et qui ne parle Oui. absolument pas. Euh, Quand j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, en filigrane, le fil rouge de ce bouquin, est-ce que ça serait pas la parole, justement, là, ou le langage? Parce qu'il y a Françoise qui, elle, parle beaucoup, Marguerite qui ne parle pas, le docteur Vic Vikensen, le meurtre, du coup, elle peut plus écouter ses patients. Les Mhm. silences aussi sont très importants dans ce roman. Est-ce que ce ne serait pas le langage, le fil rouge de ce roman? Ah bah de toute façon, c'est évidemment le fil rouge du roman, c'est évidemment le fil rouge de la psychanalyse. Et ce roman, il raconte aussi finalement les ravages que ça crée quand on n'arrive pas à se parler, quand on n'arrive pas à se raconter une histoire. Et Vic est victime de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'idée de l'arroseur arrosé, c'est que finalement, elle passe son temps à prôner ça.
Elle passe son temps dans ses livres à dire qu'effectivement, il faut raconter les histoires, savoir ce qui s'est passé pour nos ancêtres, pour savoir qui on est, etc. Alors qu'en fait, euh, de son côté à elle, finalement, dans sa vie intime, la parole n'est pas possible. Elle est très difficile avec sa mère Yvette, avec qui elle vit, mais où elles sont dans un rapport extrêmement, comment dire, opératoire, où Yvette l'aide avec les enfants. Mais par exemple, avec Dick, son ami, qu'elle retrouve, bah, il y a beaucoup de ça au début de l'histoire. Je parle pas de la suite, mais même au début de l'histoire, ils se sont quittés finalement sur l'impossibilité d'une parole. Puisque ce qui s'est passé, c'est que bah, Dick, il est passé à l'acte. Il est parti du jour au lendemain sans rien dire. Et au fond, c'est un peu tout ce qui se passe dans sa vie au début du livre et puis au cours du livre. C'est-à-dire son mec il part sans lui parler aussi. Donc effectivement, c'est comment le langage n'est pas possible et comment Marguerite, en l'occurrence le petit bébé, a très bien compris ça. Euh, Comment est-ce qu'elle met en scène finalement, par son absence de parole, ce qui se joue dans la famille. Dolto, elle disait que les enfants étaient télépathes. Moi, je crois beaucoup à ça. En fait, c'est ça que j'ai voulu mettre un peu en scène aussi. C'est que finalement, cette petite Marguerite, elle sent au fond, malgré tout ce qu'on lui montre, ça va pas du tout dans cette famille. Parce que, on découvre au fur et à mesure qu'il y a des familles qui va pas du tout bien. Et qu'effectivement, bah, son arme à elle, et c'est un petit peu ce que fait aussi Françoise, finalement. Même si Françoise, effectivement, elle fait du bruit, c'est une ado, elle parle beaucoup, etc. Mais elle n'arrête pas de renvoyer à sa mère Vic, que bah, effectivement, elle passe son temps à écouter ses patients, à parler à ses patients, mais qu'elle parle pas à sa propre fille, et que le langage entre elles, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, Vic passe son temps, encore une fois, à dire qu'il faut pas qu'il y ait de secret de famille, et en même temps, elle refuse la vérité de son histoire à Françoise. Elle veut pas lui expliquer ce qui s'est passé avec son père, etc., etc. Donc oui, oui, bien sûr, c'est évidemment un polar autour du langage, des mots, de la pensée, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai envie de dire qu'il est hyper moderne, ton polar, même si dans les années 80, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Ça, ce sont des respirations qui sont assez intéressantes, parce que finalement, tu nous mets dans une ambiance qui est un peu oppressante, parce que bon, il y a des non-dits. Il y a aussi un secret de famille qui va planer, on n'en dira pas plus. Parce qu'il y a quand même des meurtres avec des gens qui sont démembrés, qui Mhm, sont planqués dans un village. En fait, il y a un énorme jeu de pistes. Et il y a tout à aussi fait. l'histoire dans l'histoire. Ça aussi, Ouais. je t'ai pas, pour un premier roman policier, je trouve que la construction est quand même très intéressante. Est-ce que les recherches que tu as faites, tu les as faites à quel niveau en fait? Parce que bon, la psychanalyse, c'est ta partie, mais pour écrire ce roman, comment tu as fait? Alors déjà, alors encore une fois, je déflorerai pas l'histoire, mais disons que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches historiques. J'ai beaucoup traîné à Uzès, dans les librairies, pour essayer de trouver justement des bouquins qui racontaient l'histoire du village. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses en fait dans l'intrigue et dans l'histoire, en lien avec l'histoire justement, qui sont vraies. C'est-à-dire l'intrigue romanesque, elle est romanesque, mais tout dont je parle dans l'histoire au niveau des repères historiques, c'est vrai. Donc ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à rassembler tout ça. Aussi à trouver les ouvrages, parce que c'est vrai que les meilleurs, en tout cas, ce sont des ouvrages qui sont édités uniquement dans la région et qui ne sont pas des ouvrages grand public, mais il y a des bouquins vraiment, vraiment formidables, notamment un de Maryse Cantebras, je crois, qui s'appelle Uzès à la dérive ou quelque chose comme ça, qui raconte l'histoire d'Uzès sur des dizaines d'années pendant les guerres, etc. Euh, Après, j'ai aussi fait beaucoup de recherches par rapport à la maison de famille elle-même, parce qu'il y a un certain nombre de choses aussi qui sont dans le livre et qui sont liées à ce que j'appelle le château. Mais en fait, le Ouais. château, c'est très inspiré de cette maison de famille. Donc voilà, sur ce qui s'est passé là-bas. Encore une fois, je ne veux pas dire quand, parce que si je dis quand, je vais un peu... Oui. voilà. Mais les lecteurs verront. Euh, Ensuite, il y a eu aussi pas mal de... Alors, c'est vrai que moi, je suis psy, mais pour autant, bon, tu vois, j'ai étudié beaucoup, etc., mais j'avais pas tout en tête. Un livre comme L'interprétation des rêves de Freud, si tu veux, je pense qu'il faut plusieurs vies, qu'il faut le relire 10 fois. C'est un peu comme Proust pour les littéraires. Donc, euh, donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup feuilleté, relu, mais pas que ça, aussi plein de livres sur le transgénérationnel, parce que ça me paraissait difficile de faire exister une héroïne transgénérationnelle, alors que moi, justement, ça n'est pas ma spécialité, si j'étais pas un peu au fait voilà, donc j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus, donc il y a un gros, gros boulot de documentation. En fait, je vais te dire, c'est la première fois. euh,
dans tous les différents travaux d'écriture que j'ai pu mener, c'est la première fois que je mets autant de temps à commencer à écrire. D'accord. Il y a eu presque un an de préparation avec tout ce que je t'ai raconté et aussi de préparation de l'intrigue, de travail sur la psychologie des personnages, les rebondissements, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que malgré tous les clichés que j'avais pu entendre et parfois même moi-même véhiculer ou auxquels j'avais pu croire, je trouve ça beaucoup plus difficile. Je trouve que l'écriture du polar est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Je trouve ça beaucoup plus difficile qu'un roman classique. D'ailleurs, je vois avec les réactions des lecteurs pros du polar que je découvre. Alors, tu m'as dit qu'il y en avait sur Babelio, j'ai pas encore regardé, mais en tout cas, ceux que je vois dans les salons, ceux qui m'écrivent sur Instagram, euh, je vois bien qu'ils sont. C'est-à-dire, faut pas se foutre de leur gueule, quoi, si je puis Ah m'exprimer non, ainsi, non, quoi. non, C'est-à-dire on est très exigeant. ah, ils sont durs, ils sont très durs. Ils sont très durs sur la construction. Ils sont beaucoup plus durs que ne le sont. Parce que quand tu écris voilà, un roman, j'allais dire classique, bon, je sais pas comment dire, mais euh, s'il y a de l'émotion, si c'est touchant, si c'est beau, si c'est littéraire, je dis pas que ça suffit, bien sûr qu'il faut une intrigue, mais c'est pas pareil. Là, le polar, franchement, tu peux pas te planter. Tout est comme un puzzle intriqué, machin. Et j'ai bien vu voilà, dans le travail avec les éditeurs à quel point on y revenait 10 000 fois, etc. Donc voilà, ça a été un très, 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 très long travail de prépa avant de pouvoir effectivement commencer à écrire. Alors justement, comment on navigue entre les exigences du genre du polar et les profondeurs psychologiques nécessaires pour donner vie à tes personnages? Comment tu as navigué là-dessus? Ça t'a posé vraiment des réels problèmes? Alors, Alors, en plus, tu as des personnages qui sont oui, très vastes. Tu as un ado. Elle a quel âge à peu près, notre Vic, là elle oui, a qu'elle doit 40 avoir 43 44 ans. ans. Puis après, il y a les grands-mères, j'allais dire, leurs mères. Donc, comment on fait pour faire tout ça? Bah, je dirais que j'ai essayé de manier, par exemple, les rêves, parce que les rêves, c'est presque un personnage du roman, j'allais dire. Euh, donc les rêves qui devaient obéir quand même à une forme de, si tant est qu'on puisse parler comme ça, mais de logique, on va dire, psychanalytique, psychiatrique, puisqu'il fallait quand même que ça ait un sens. J'allais pas inventer n'importe quoi. Mais ça, par exemple, tu vois, je les ai maniés à la fois sur le registre psy et en même temps sur le registre des révélations. Donc j'étais à la fois dans la construction du roman policier et dans le côté psy. En fait, j'ai toujours essayé de mêler les deux pour que ça soit cohérent, mais ça a fait partie de ce qui a été très, très, très difficile à manier. Ce que j'ai essayé de faire aussi un petit peu, alors je ne sais pas si c'est réussi, mais j'ai essayé autant que possible, de retranscrire un peu la notion de temps psychique que nous, on utilise beaucoup dans la psychothérapie, dans la construction du livre. C'est-à-dire comment il y a différents paliers, en fait, comment, même Vic, en fait, on voit que l'histoire évolue au fur et à mesure de ses rêves, parce que c'est un des fils, finalement, du livre. C'est qu'effectivement, comme elle est psychiatre, elle est psychanalyste, donc elle est extrêmement connectée à son inconscient, d'une certaine manière. Et donc, comment, finalement, les différentes révélations, les différents moments de l'histoire la font avancer dans ses rêves. Tu vois, je parlais de Freud, mais là, pour le coup, c'était plus du côté de Jung, parce que Freud, lui, voilà, on sait que, bon, alors, c'est pas forcément toujours vrai, mais c'est vrai que souvent, il fait des liens entre les rêves et la sexualité. Jung, il va être dans quelque chose qui est plus ce que j'ai utilisé dans le roman, c'est-à-dire l'idée que les rêves que tu fais racontent aussi ton évolution et ton mouvement, et qu'en les interprétant d'une certaine manière, tu peux trouver, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'elle va faire, Vic. Donc voilà, j'ai essayé d'articuler un peu les deux de cette manière-là. Et je me suis donc nourri voilà, à la fois des livres dont je t'ai parlé, côté psy, côté psychogénéalogie, côté Freud, côté Jung, etc. Et je me suis aussi beaucoup nourri de romans policiers, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs ma came, j'allais dire. Ah, ce que j'allais dire, Et t'étais lecteur ou pas de policier? alors, pas du tout. Et grâce à ce livre, j'ai découvert cet univers et maintenant je trouve ça absolument génial, quoi. Il y a une Voilà. palette dans les polars qui est gigantesque, quoi. Mais en fait, oui, c'est-à-dire, du coup, je comprends de moins en moins cette espèce de snobisme qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs par rapport au roman policier, parce que alors là, franchement, en termes de construction des personnages, de psychologie, enfin, bon, puis après, peut-être c'est mon côté psy, moi, je trouve qu'on on ne
y a pas de meilleure manière de comprendre l'âme humaine que d'aller vers le noir, que d'aller vers l'obscurité, que d'aller vers la violence. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, c'est un peu normal parce que quand tu es psy, évidemment, les gens qui vont très bien, ils viennent pas te voir en te disant bah, ça va très bien, je vais vous voir. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Il y avait une phrase, je crois, c'était une phrase qui m'a beaucoup accompagné pendant l'écriture, qui était une phrase de Simenon à propos de Maigret et qui disait en fait, Maigret, il ne résout pas les enquêtes, il résout les gens. Je trouvais ça assez lumineux, comme, tu Ouais. vois? Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Mais c'est Ouais. vrai que tu nous fais une analyse de la mécanique psy du tueur, en fait, aussi. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on on l'a pas souvent. On a souvent les profils types, mais ça s'arrête là. Là, ça va beaucoup plus loin. Alors, je voudrais revenir parce qu'il y a quand même un gendarme dans cette histoire. Il y a quand même donc l'ami d'enfance de Vic, là, qui s'appelle Vic. Donc, Vic, Dick. Est-ce que c'est fait exprès, les consonances comme ça, ou pas Mhm. du tout? Je me dis, tiens, il s'amuse aussi avec Alors, les personnages. alors tu as une explication là-dessus dans le livre. Euh, voilà, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais voilà. Il y a une explication là-dessus dans le livre. Effectivement, ça peut faire un peu bizarre. Et même, à un moment donné, une des éditrices m'avait dit quand même ça. Mais il y a un vrai. Enfin, c'est pas de la. Voilà, il y a une vraie raison à ça. Et alors justement, notre ami Dick, là, le capitaine de gendarmerie, sa mère vit dans la maison du gardien du château. Ça aussi, c'est pas banal. Et elle élève des cochons. Alors, c'est un animal que tu apprécies, le cochon, ou pas du tout? Comment dire? Euh, Parce que pour lui donner des noms, il y en a un qui s'appelle Céline, un qui s'appelle Yvette, Mhm. et l'autre, c'est quoi? C'est Kurt, Kurt de mémoire, c'est Kurt, ça? Kurt. Kurt, Par rapport à ouais. Kurt Cobain ou pas du tout? Oui, oui, il y a un lien avec ça. Mhm. Donc le Ouais, cochon. ouais. Il y a deux animaux, Ouais, il y a des animaux différents dans ce bouquin. Il y a les cochons et les rats d'un côté. ouais, Ceux qui sont amateurs de polar, le cochon, tout de suite, ils vont voir là où on va en venir. Mais les rats, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant, le rat. ouais. Pourquoi le rat? Alors, pourquoi le rat? Euh, Déjà parce que j'en ai rencontré dans cette maison, la fameuse où j'ai passé l'été, voilà, après la proposition de l'éditrice. Euh, et que, comment ça m'est venu? Ça m'est venu parce qu'en fait, euh, alors, si tu veux, à Paris, il y a une vraie psychose des gens par rapport au rat. Il y a vraiment un truc, enfin, je sais pas, ils en voient un dans les squares, tu as vraiment l'impression que c'est le tigre du Bengale qui est bon. D'accord que c'est pas très ragoûtant, mais bon, en soi, le rat, il te voit, il se casse, quoi. Bon. Euh, et moi, mon regard sur le rat a un petit peu changé cet été-là. Et c'est un petit peu comme ça aussi que. Alors, je vais pas te dire lequel, parce que sinon je gâche le suspense, mais on va dire qu'un des personnages, on dira pas qui c'est, mais venu, c'est que je vais pas te dire que je suis devenu l'ami des rats, faut pas exagérer, mais j'ai commencé à en avoir moins peur et finalement à observer un peu les mouvements, pourquoi ils étaient là, et à sortir de. Voilà. Et j'ai eu le même mouvement avec les chauves-souris. Parce pour le coup, ça c'est dans le livre et c'est vrai aussi dans cette maison-là, il y a vraiment un côté caverne de Batman, quoi. C'est-à-dire, tu descends à la cave chercher du vin, machin, t'as des chauves-souris, tu vois. Et c'est pareil, les citadins parisiens ou des autres grandes villes, ils ont un rapport quand même aux animaux comme ça, qu'un peu. Bon, donc c'est un peu comme ça, si tu veux, que ça m'est venu, c'est en les voyant dans un autre cadre. Et aussi en ayant fait beaucoup de recherches sur les rats et en ayant découvert que c'était un animal d'une très grande intelligence et qui était voilà, un des animaux les plus capables de survivre dans les moments les plus durs, les plus compliqués. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux rats. Et pour ce qui est des cochons, bon, il y a effectivement voilà, quelque chose qu'il faudra découvrir dans le livre, mais euh, Yvette, comment elle s'appelle? Raymonde, la maman de Dick, effectivement, elle a une passion pour les cochons. Elle adore les cochons, elle passe énormément de temps avec ses cochons. Et effectivement, elle a à la fois un appartement alors, il faut pas dire au village, parce que je me suis fait vraiment engueuler par les Usétiens. Ah bon? Ils m'ont dit, ouais, alors figure-toi que j'ai découvert ça. Pourtant, j'y vais depuis longtemps. Ils m'ont dit, il faut pas dire le village. Uzès, c'est une ville. Donc, de la ville. Elle a un appartement dans la ville. Et effectivement, elle loue en parallèle cette petite maison à l'entrée du château
qui a pour avantage d'avoir un grand jardin où elle peut effectivement faire vivre ses cochons et elle passe ses journées avec ses cochons. Euh, donc j'ai aussi appris à découvrir les cochons et puis aussi leurs facultés. Enfin, il y a des choses que je savais pas, quoi. Que toi tu savais, je crois, mais moi je savais pas. Et tu sais que les rats, ça ronronne aussi, hein. C'est comme un chat, ça ronronne, un rat, quand c'est content et quand c'est paisible. C'est pas si méchant en fait finalement. Non, puis d'ailleurs, si jamais un jour en ville, vous voyez tous les rats sortir des égouts, c'est qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est très sensible aux, aux plaques tectoniques, les rats. Ça a plein de... Ouais. qu'on soit un peu ludique sur le... Ah Mais bon, joli. ça a quand même une utilité. Les cochons, voilà, ceux qui lisent des polars vont comprendre, vont avoir la même chose. Ils vont penser à Hannibal Lecter. Ouais. Voilà. D'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, je te conseille de lire Dragon Rouge et Hannibal de Thomas Harris. C'est dispo chez Pocket. Et tu verras qu'il y a des similitudes avec un passage dans, dans ton roman. Donc, oui, il y a un jeu de pistes énorme. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu penses qu'on est possédé par le passé? Je pense qu'on est possédé par le passé euh, quand les choses ne sont pas dites, quand il n'y a pas de récit possible. euh, je pense que là, oui, effectivement, on peut être possédé par le passé. Euh, Moi, je vois souvent, par exemple, avec mes jeunes patients, euh, qui viennent parce que voilà, alors ils ont des troubles du comportement, ils ont un problème X ou Y. Et puis en fait, je parle avec eux, je trouve pas vraiment ce qui se passe. Et puis en fait, je fais un entretien avec les parents et j'apprends quelque chose qui s'est passé, quelque chose de grave souvent, mais qui n'a pas été dit ou raconté à l'enfant parce qu'ils ont considéré que ce serait trop dramatique, trop traumatisant, etc. Et j'observe quand même très souvent que dès lors qu'un récit devient possible sur ça, il y a quelque chose qui se débloque. Donc voilà, je pense qu'on peut être possédé par son passé quand effectivement il s'est passé quelque chose de grave, qu'on ne nous a rien dit, qu'on nous l'a caché. Encore une fois, j'en reviens au côté télépathe des enfants, mais ils sentent tout, les enfants. Ils savent tout, en fait, inconsciemment. Et, et cette chose grave, elle est en eux, d'une certaine manière. Donc, elle est en eux, mais il n'y a pas de mots dessus, pour revenir au langage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, plus ou moins consciemment et souvent inconsciemment, bah, ils vont être très angoissés. Tu vois, c'est un petit peu comme les rats, finalement. Les rats, ce qui fait le plus peur, c'est quand on est du côté de l'angoisse. C'est quand on entend des bruits, c'est quand on ne les voit pas. Dès lors qu'on les voit, les choses sont bien différentes, parce que là, on n'est plus dans l'angoisse, on est dans la peur directe, mais voilà, il y a quelque chose de ça. Ça me fait penser aussi à un film de Hitchcock, je ne sais plus, peut-être que tu vois lequel ou que ceux qui nous regardent le voient, mais c'est un film où tu as deux personnes, je crois, sur une route, et ils sont en train d'attendre, ils entendent un peu un bruit d'avion qui est censé bombarder et qui ne vient pas, mais que pourtant on entend. Voilà, enfin, il y a quelque chose de l'angoisse que ça crée. Donc oui, je crois que quand on n'a pas accès à son histoire ou quand notre vie est construite sur un mensonge euh, ou quand il y a un secret, oui, on peut être possédé par son passé dans le sens où, un peu comme dans le polar, mon histoire là, dans le sens où, sans le savoir, et c'est un petit peu ce que dit le transgénérationnel, sans le savoir, on va répéter un certain nombre de scénarios, de choses, on va vivre une vie qui va pas vraiment être celle qu'on a envie de vivre, on va la subir parce que on est d'une certaine manière déterminé par des événements dont on n'a pas connaissance. Voilà. Donc, donc oui, je pense qu'on peut être possédé par son passé. On voit même malheureusement des gens qui n'en sortent jamais finalement. Hein. Tu sais, les gens qui vont répéter en permanence voilà, les mêmes échecs, les mêmes trahisons, les mêmes souffrances, ou je sais pas moi, les gens qui divorcent 15 fois, les gens qui peuvent pas s'empêcher de tout foutre en l'air dans leur vie, de tout. Voilà, il y a souvent quand même un événement du passé qui fait que ils vont agir comme ça, ou même ce qu'on observe souvent ce qui surprend d'ailleurs beaucoup, souvent les gens, mais on se dit finalement, je dis n'importe quoi, mais un père qui a abattu ses enfants, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il batte lui-même ses enfants?
parce qu'il va répéter en fait les choses. Et que souvent dans ces histoires-là aussi, ils n'ont pas connaissance de leur propre histoire. Moi, je pense qu'il faut toujours, je pense qu'il faut toujours mieux dire la vérité, même si c'est difficile, que de cacher les choses. Il y a un endroit aussi que tu démystifies bien dans ton roman, c'est le cimetière, parce que notre docteur, elle va voir son père au cimetière beaucoup. Et c'est là aussi qu'on a des petites respirations, il y a beaucoup d'humour. Ça se passe toujours au cimetière, j'ai remarqué. C'est fait exprès? C'est un lieu que tu affectionnes particulièrement? Moi, j'adore le cimetière, je trouve ça magnifique, surtout à l'étranger. Mais est-ce que c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement, les cimetières, ou pas du tout? Oui, moi j'aime beaucoup les cimetières. Je vais souvent m'y promener. J'aime beaucoup comment dire, l'ambiance qui y règne. Euh, je trouve on- on sent la présence des gens qui ont vécu finalement, comme s'ils n'étaient pas vraiment morts, quoi. Il y a une espèce de puissance un peu qui se dégage de ça. Et, euh, et alors peut-être, je sais pas, moi c'est peut-être mon côté un peu juif, mais j'aime bien l'idée de rire de la mort et y compris de pouvoir faire des blagues dans les cimetières et que ça soit pas... tu vois, justement, puisqu'on parle des histoires de secrets et de comment on est possédé par son passé, moi je crois qu'on est un pays où on parle très mal de la mort, d'ailleurs on n'en parle pas, où c'est un tabou absolu. Euh, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que par exemple, au 19e siècle, euh, euh, on allait on veillait les morts, on allait les voir, parfois même aujourd'hui, bah en fait, on veut pas avoir ça. On veut pas avoir la mort, on veut pas en parler, on veut pas. Pourtant, je vois pas comment la vie est possible si on parle pas de la mort. Si, pour moi, la mort, elle fait partie intrinsèque de la vie. Donc, c'était aussi ça que j'avais envie de montrer, c'était que le cimetière, pour moi, c'est la vie aussi, en fait. Euh, et pareil pour les enfants, je pense que ce qui leur fait le plus peur, c'est que ils sentent qu'on veut pas leur en parler, qu'on veut pas leur en dire quelque chose. Moi, je crois au contraire que c'est important de parler de la mort et que autant la mort physique, c'est vrai que ça nous tue d'une certaine... Non, pas d'une certaine, ça nous tue. Mais par contre, l'idée qu'on va mourir, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est aussi ce qui fait la puissance de la vie, finalement. Si on nous disait, ah bah, tu vas vivre 10 000 ans, il n'y aura pas de fin, enfin, je veux dire, ce serait abominable, on deviendrait fou. Donc c'était un peu ça l'idée aussi, tu vois, c'était d'essayer en tout cas de donner une autre image du cimetière et de ce qui pouvait s'y passer. Et c'est vrai que finalement c'est un lieu assez vivant dans le livre, puisque encore une fois, sans rentrer dans les détails, mais il s'y passe plein de trucs et il y a plein voilà, de découvertes. Enfin voilà, c'est un lieu très pas mort, quoi. Il est très visuel, ton roman, parce que c'est vrai qu'il y a pas comme il y a un petit jeu de piste dans on dit pas le village, dans la ville. On y est. Nous aussi, lecteurs, on visualise tout ça. Je voudrais qu'on revienne à ce beau titre, Entendre nos fantômes. C'est toi qui as trouvé ce titre? Alors oui, enfin, en fait, c'est Vic Vikensen qui a trouvé ce titre. Je Ouais. t'explique pourquoi, parce que dans le livre, à un moment donné, elle est à une librairie où elle fait une signature. Et voilà, et là j'avais évidemment pas mal réfléchi au titre d'un de ses best-sellers, et ce qui m'est venu, effectivement, c'est Entendre nos fantômes. Et à partir de là, mon éditrice aimait beaucoup le titre du livre de Vic, et donc elle m'a dit, bah, tiens, on pourrait peut-être l'appeler comme ça aussi. Et je trouvais ça assez rigolo de l'appeler comme le livre de Vic. Ouais, ouais, non mais donc il y a des questions qui sont arrivées avant que je les oublie. Il y en a une de Guylaine qui dit est-ce que c'est un hasard ou pas le patronyme de la rue de la Périne à Uzès? Eh ben, c'est pas du tout un hasard, ma chère, pas du tout. C'est fait exprès. Ça fait partie du clin d'œil. C'est Sacha Perrine, évidemment, à cause de la rue de la Périne. Et j'ajouterais, je ne sais pas si Guylaine est une Usétienne ou si elle connaît la ville, mais qu'il se trouve que la maison de famille est justement au bout de la rue de la Périne et s'appelle la Périne. Ça fait beaucoup de Périne. Alors justement, tiens, tant qu'on est dans Périne, pourquoi avoir écrit sous pseudo? Alors, euh, pour deux raisons. Euh, D'abord,
on va parler sans langue de bois, hein, c'est l'éditeur qui, pour des raisons commerciales, avait envie de pouvoir positionner ce livre comme un premier polar, et c'était plus facile de le faire sous ce nom-là que sous mon vrai nom, parce que j'ai un passif de livres, mais que je ne suis pas identifié polar. Enfin voilà. Donc, première raison, raison commerciale. Et deuxième raison, parce que j'aurais pu dire non, euh, ça m'a amusé d'essayer et de tester ça. Parce que c'est vrai que sur mon livre précédent qui était publié sur mon autre nom, euh, en plus c'était un livre quand même très autobiographique, mais ça a créé parfois euh, des interférences. Alors, pas tellement avec mes patients habituels, parce que mes patients habituels, alors soit ils sont très jeunes, ados, et franchement, c'est un peu triste à dire, mais les, les livres, ça les intéresse pas beaucoup, malheureusement. Peut-être la science-fiction, mais en tout cas pas les livres que je... Voilà. Donc là, il n'y avait pas de risque. Et mes patients adultes, ils sont assez délicats, donc voilà. Ça a plus été, tu vois, j'avais fait à l'époque des émissions, notamment sur France Inter, de radio, etc. Et par exemple, voilà, un jour, j'ai une patiente qui avait pris rendez-vous dans la nuit, qui est arrivée le matin, qui avait pris la route, qui avait fait 4 heures de route, elle n'habitait pas à Paris, parce qu'elle m'avait entendu à la radio et qu'elle avait eu une révélation en entendant mon livre et que du coup, elle voulait prendre rendez-vous avec moi. Ça donne évidemment des thérapies qui ne marchent pas du tout. Euh, Ça crée un rapport qui est... Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer comme ça, parce que certes, je vais pas me cacher, voilà, je vais parler du livre, faire des interviews, etc. Mais ça fait que du coup, je suis moins directement identifiable et que ça parasite moins mon travail de thérapeute, quoi. Voilà. C'était un petit peu ces deux raisons-là. Et après, bah, je vais voir, en fonction de comment ça se passe, si je décide de rester Sacha Perrine ou pas, ou de le tuer. Justement, il y a Laure qui demande, y aura-t-il une série avec les aventures du docteur Vic Vikensen? Est-ce que ça sera un personnage récurrent ou c'est juste un one-shot? Alors ça, alors, j'ai envie de vous répondre comme à Guylaine, que ça dépend de deux choses. D'abord, ça dépend de trois choses. Alors, d'abord, ça dépend de mon envie, mais moi, oui, carrément, j'aurais très envie de lui faire vivre d'autres aventures. J'ai envie de savoir ce qui se passe après. Bon, mais ça, c'est presque la raison la moins importante. Les deux autres raisons qui sont très importantes, c'est un, les lecteurs. Donc, Laure et Guylaine, en l'occurrence, ça dépend plus de vous, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que les lecteurs, quand on fera le bilan, je sais pas, au mois de juillet, au mois d'août, auront dit et est-ce qu'il y aura un désir? Et évidemment, du coup, mais ça en découle de l'éditeur, hein, puisque l'éditeur, bah, ce qu'il regarde, c'est les ventes. Donc, si ça marche, il va vous dire, ah bah oui, c'est super, et il faut faire la suite. Et puis, si ça marche pas, bah, il va vous dire, si tu veux écrire la suite, tu vas voir un autre éditeur. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que là, avec ce moi, quand j'ai fini le bouquin, alors il y a il y a, on lit, il y a une chute. On va pas dire quoi. Moi, j'étais surprise par la fin. Je m'attendais pas à cette fin-là. Mais c'est surtout, je me suis dit, mais quel bonheur ce personnage. Vraiment, ce personnage, il est marquant, quoi. Est-ce que tu te rends compte que tu as créé un vrai personnage ou Bah non? écoute, c'est difficile d'avoir du recul, moi, mais t'es pas la première à me le dire, donc je suis content que ça ait fonctionné. Et écoute, en tout cas, moi, ce dont je suis content, c'est que euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre et je me dis, au moins ce travail, il paye. Puisqu'effectivement, c'est un personnage qui existe et qui m'a quand même habité pendant, même si c'était une femme, et moi j'étais habité par cette femme pendant très longtemps. Et d'ailleurs, je le suis encore. C'est-à-dire que là, ça m'arrive, quand je marche dans la rue, machin, ça m'arrive de penser à une scène qui est dans le livre et de me dire, bah tiens, celle-ci, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis je me dis, ah, mais non, mais c'est trop tard, c'est fini. Euh, donc je suis très content de ça parce que effectivement, bah, tu vois, c'est marrant parce que je te disais au moins un an avant de réussir à écrire le moindre mot. Bon, bah, c'est une grossesse plus 3 mois, hein, donc bon, ça veut dire qu'il fallait du temps pour qu'elle naisse, Vic. Mais oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime, c'est son humanité. Et pour moi, l'humanité, c'est bah, l'ambivalence, l'imperfection. Le paradoxe permanent, le doute. Voilà, j'aime la manière dont elle découvre tout ça et dont elle arrive, malgré le fait quand même qu'au fil du livre, toute sa vie va s'écrouler, il faut bien dire, à, à,
à résoudre, en tout cas à commencer à résoudre quelque chose à avoir cette souplesse-là aussi de vie psychique, de pouvoir s'en rendre compte, quoi. Ouais. Alors, il y a Laurent qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'une fois que vous avez commencé l'écriture, après cette maturation, ça a été d'un bloc, d'un jet, ou il y a eu encore des petits blocages? Est-ce que ça a été naturel, l'écriture derrière? Non, après ça a été très naturel. J'ai été emporté complètement par l'histoire, mais il faut dire qu'elle était quand même vachement bien préparée. Enfin, bien, en tout cas très très minutieusement préparée. Donc la première version, ça a été assez rapide. Après, ce qui a été beaucoup plus long, c'était voilà, tous les allers-retours avec l'éditeur, ce que je disais tout à l'heure sur le côté puzzle, le fait que entre ce qu'on imagine, ce qu'on construit et le rendu final, il y a beaucoup de... C'est vraiment un travail de dentelle, en fait, parce que dans un polar, voilà, je disais le puzzle, mais c'est comme la musique, c'est comme une symphonie, euh, la fausse note n'est pas possible, en fait, dans le polar. Moi, c'est ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que dans un livre, comme j'ai pu en écrire par ailleurs, on peut avoir des fausses notes. Enfin, je veux dire, mais là, on peut pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. S'il y a une fausse note, tout s'écroule, ça marche plus. Euh, voilà. Donc ça a été très très long travail de préparation, première version assez rapide, et après beaucoup d'allers-retours, de reprises, de retravail derrière. Alors justement, il y a Guylaine qui met un message en disant que vous avez tous entendu, il faut faire tourner sur les réseaux pour avoir une suite avec Vic. De toute façon, ce polar est sensationnel et surprenant. Donc voilà, je te transmets le Bah, mail. merci infiniment, Guylaine. Je suis très touché par votre mot. Merci. Donc, non, non, mais effectivement, moi aussi, je trouve que c'est un roman qui est extrêmement maîtrisé pour un premier roman. En plus, tu arrives dans ce genre-là. Donc là, n'est aucun, tout est bien maîtrisé. Même tu nous balades un petit peu. Donc ça, c'est très bien fait. Il y avait une autre question, mais je ne sais plus où elle est. C'est par rapport... Elle est où? Ah oui, elle est là. Quel type de recherche... Ah bah alors peut-être qu'il n'avait pas vu le début. Bon, je vais quand même la poser. C'est Fabrice. Quel type de recherche avez-vous effectué pour rendre les aspects psychologiques de votre roman crédibles et captivants pour le lecteur? Alors oui, je vais répondre, j'avais dit un peu tout à l'heure, mais Euh, alors, il y a eu beaucoup de recherches différentes, Fabrice. Il y a eu d'abord beaucoup de recherches liées à la psychiatrie, à la psychanalyse, avec un certain nombre d'ouvrages sur les rêves, de Jung à Freud et d'autres. Il y a eu aussi beaucoup de recherches sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie, via des livres, via des podcasts. Évidemment, Anne Ancelin, je ne sais jamais comment prononcer son nom sans l'abîmer, mais Hudstenberg, je crois, qui a écrit des livres passionnants sur le sujet. Mais il y a eu aussi pour travailler sur la psychologie des personnages, c'était la question de Fabrice, j'ai essayé de faire énormément de recherches historiques aussi, parce que j'aime beaucoup l'idée, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire dans le livre, sans le déflorer encore une fois, de relier la petite histoire avec un petit H, avec la grande histoire avec un grand H, et de voir comment euh, les événements du monde et de la société, en particulier quand ils sont aussi violents que des guerres, viennent fracasser nos vies et les changer à tout jamais, et effectivement, euh, un peu comme un tremblement de terre, créer un certain nombre donc, de chocs qui vont venir percuter, même 40 ans après, les descendants. Donc j'ai beaucoup aussi travaillé sur l'histoire, sur ce qui avait pu s'y passer. Et la troisième dimension, c'est une dimension peut-être plus familiale, liée à la maison qui a inspiré donc, le château du roman, qui est une maison de famille, là aussi très vieille, qui ressemble à un château d'ailleurs, hein, qui n'est pas un château, mais qui ressemble un peu à un château. Et donc j'ai passé énormément de temps à fureter dans cette maison, à débusquer des vieux livres, des vieilles photos, euh, des vieux plaids. C'est assez rare finalement les maisons comme ça où, euh, je crois qu'à part la cuisine, tout est resté en l'état depuis à peu près 100 ans. C'est-à-dire c'est un peu c'est assez impressionnant. Donc, je me suis beaucoup voilà, mis là-dedans. Et puis aussi l'histoire du village, évidemment, ses habitants. Voilà, donc ça a été un mélange de tout ça. Et j'ajouterai un dernier truc, Fabrice, qui est évidemment, mais ça c'est mon côté psy, euh, je dirais mon propre inconscient. Voilà. Et comment mon inconscient aussi m'a permis d'écrire le livre en me nourrissant de tout ça. Et il y a dans les personnages
un certain nombre de gens. Voilà, j'ai beaucoup de femmes dans ma famille qui m'ont inspiré le personnage de Vic, mais aussi sa mère, celui de Raymond. Les hommes, pareil. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Historique, psychanalytique, personnel, familial. D'où le travail de préparation d'un an qui a été long. Il y a Florence qui demande, vous avez écrit apparemment dans la littérature blanche, donc oui, on confirme, Florence. Et maintenant dans le polar, est-ce que le travail avec l'éditeur, puisque vous avez été dans les deux catégories, est le même? Alors, pas tout à fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui reste, évidemment, c'est voilà, les allers-retours, les corrections, les, euh, les propositions de l'éditeur, etc. Mais sur le polar, je trouve que c'est beaucoup plus, comment dire, euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus minutieux, quoi. J'en reviens au côté dentelle, quoi. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai été beaucoup aidé justement, notamment par Zoé Guillermin, qui est une jeune éditrice chez Robert Laffont, et qui, elle, pour le coup, au contraire de moi, a l'habitude de travailler sur des polars. Et elle m'a beaucoup aidé justement là-dessus. Elle m'a beaucoup aidé sur les rebondissements, sur le moment où il fallait les placer, sur est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez. Euh, donc voilà, le travail, il est différent dans le sens, encore une fois, où les, les, les révélations sont vraiment des personnages de l'histoire. Enfin, c'est très, 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 très important. Donc on peut pas faire des révélations qui tombent à plat. Voilà, il y a vraiment, encore une fois, le côté musical. Et voilà, moi, c'est ça l'idée. C'est le cas dans tout le travail, on travaille avec tout éditeur, mais là, c'est encore plus le cas sur les polars. Je trouve on est vraiment dans cette idée un peu de l'orchestre, quoi. C'est-à-dire qu'on est ensemble avec l'éditeur euh, qui va relire, qui va proposer des choses. Parfois, on est d'accord, parfois, on n'est pas d'accord. Faut beaucoup, beaucoup y revenir, faut relire. Donc, donc voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est au final beaucoup plus difficile le polar que tout autre exercice littéraire. Est-ce que depuis tu lis beaucoup plus de polar? Oui. Oui, énormément. Et Ah, quel maintenant. genre de polar tu lis, toi? Alors, moi, je me suis quand même, j'avoue, trouvé une passion pour le roman polar américain. Évidemment, Michael Connelly, euh, le poète. Voilà. Enfin, je suis très impressionné, vraiment très impressionné à chaque fois que je lis par la puissance de son univers et des révélations qu'il y a dans ses livres. Voilà, il y en a un là que j'ai commencé à lire qui commence par un avocat, je crois, qui quitte un procès et puis il se fait arrêter par un flic et derrière, il ouvre le coffre, le flic, et puis il y a un corps, il y a du sang qui coule. Et je me suis dit, mais c'est tellement, c'est génial. En fait, il n'y a que des trucs comme ça, c'est génial. Je me dis, mais pourquoi moi, j'ai pas pensé à ça? Parce que moi, je suis pas Michael Connelly du tout. Mais voilà, ça c'est. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi. Alors, je sais qu'il y a des lecteurs qui trouvent que c'est un peu daté et tout ça. C'est vrai que c'est peut-être moins efficace, mais j'adore quand même Simenon, quoi. Vraiment, j'adore. Les Maigret, La Veuve Coudert, tout ça, ça me passionne. Elroy. Mais globalement, c'est beaucoup quand même de romanciers américains, anglais. Alors si quand même il y en a un que j'adore, vraiment que j'adore qui est français et que je relis, c'est évidemment la trilogie Fabio Montal quand même de Jean-Claude Izzo, qui est une merveille à tout niveau en fait. C'est une merveille littéraire, c'est une merveille du polar, c'est une merveille d'ambiance, de psychologie, euh, voilà, enfin, non, vraiment, je suis content d'avoir découvert cet univers-là à travers l'écriture du livre, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je rechignais un peu, que j'étais un peu pris encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, quoi, les clichés qu'il y a là-dessus. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est l'exercice le plus difficile. En plus, c'est l'exercice d'autant plus difficile que les auteurs de polar, par exemple. Ils ont quasiment jamais des prix littéraires, des prix Goncourt, des prix Renaudot. La seule récompense qu'ils ont, c'est d'être très très lus, mais je veux dire, ils sont quand même snobés par tout le monde. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais je veux dire, les éditeurs en vue de Paris. Euh, et je trouve que c'est pas juste, parce que franchement, ils font un boulot de dingue. Dans les Français, il y a Chatham aussi. Chatham, j'aime bien. Hmm. Bon, un Ah, mais peu moins. Chatham, il y a du fantastique un peu quand même dedans. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a aussi du fantastique.
Mais voilà, donc j'ai une pile comme ça, voilà, j'en ai plein là qui m'attendent partout. Et d'ailleurs, sur les salons, donc du coup, on te met dans la catégorie polar. Et ils sont plus sympas, les auteurs de polar ou... Ah, carrément. Ouais. Alors ça, c'est véridique, je peux te dire, je suis allé il y a quelque temps au Salon du Polar de Bourges. Je me suis retrouvé avec Antoine Renan, l'auteur de Empathie, Ouais. et, euh, et un autre jeune homme qui était hyper sympa, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais qui a écrit un livre super qui s'appelle Sève, Galien. Bien, Voilà, c'est Olivier Gallien. Galien. J'ai passé toute la journée avec eux, on a fait une table ronde ensemble, etc. Mais je les ai trouvés tellement sympas, tellement ouverts, tellement gentils. On est allé visiter la cathédrale de Bourges au moment du déjeuner. Euh, Franchement, je devrais peut-être pas dire ça ici parce que je vais me fâcher avec des gens, mais pour avoir fait beaucoup, beaucoup de salons avec plein d'auteurs qui sont pas des auteurs de polar, franchement, les auteurs de polar sont quand même les plus cool, les plus sympas. Et même au-delà de ces deux-là, j'ai rencontré ce week-end-là, par exemple, Patricia Tourangeau. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est une auteure de polar? Oui, hein, on peut dire Oui, ça. oui, elle est la spécialiste de Guy Georges, Voilà. tout ça. Elle vient de sortir un livre, elle a une actualité, là, oui, oui, mais c'est un vrai personnage, Patricia Tourangeau, et Un vrai personnage, c'est quand même l'encyclopédie vivante de la police française. Elle connaît mais tout le monde. Elle a fait toutes les affaires et elle est hyper cool. Elle est sympa, elle est ouverte. Je suis en train d'écrire un autre livre là, donc je vais demander un peu des conseils. Vraiment, j'ai trouvé que l'univers polar, au niveau des auteurs, carrément plus sympa, quoi. puis c'est surtout que quand on vous voit, vous nous écrivez quand même des horreurs, parce qu'il y a quand même des meurtres, des trucs un peu Ouais, tordus. Quand on ouais. vous voit comme ça, on se dit, ils sont super sympas, mais comment ils peuvent Voilà. faire des horreurs pareilles? C'est toujours comme ça. Et souvent chez les femmes. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un contraste. Il y a tout, je sais pas si tu as vu, elle s'appelle Les Loups du Polar. Quand tu les vois, elles sont Ouais. super sympas, les mères de famille très gentilles, mais elles décrivent des horreurs. Elles sont capables d'emmurer des gens, des trucs, Mais mais c'est très bon signe, Nathalie. Ça veut dire qu'elle sublime tous ces fantasmes de meurtre, de violence, de pulsion de mort. C'est extraordinaire, au contraire. Et moi, je vais te dire, si c'est ce que dit si bien Zaguri, le grand psychiatre, là, l'expert de l'horreur, où il t'explique que le problème des serial killers, c'est que globalement, ils sont d'une pauvreté intellectuelle sans nom, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas de parole, qu'il n'y a rien. Hein? moi Tu je trouve vois? surtout un QI super surdimensionné. Faut pas dire ça. Oui. Alors attention, c'est pas la même chose. Oui, Pas la voilà. même chose. Oui, Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas accès aux fantasmes. ça, Donc, c'est-à-dire qu'ils passent à l'acte. Et leurs fantasmes, ils les mettent en... Voilà. Le fait d'écrire des livres, même sur des horreurs, bah, d'une certaine manière, ça sublime un peu les choses et ça permet de ne pas passer à l'acte. c'est- On va revenir à la littérature. J'aimerais bien que tu nous fasses un conseil de lecture, mon cher Sacha. Alors, je l'ai préparé. Ça sera peut-être pas une découverte, mais franchement, moi, j'adore tellement ce livre que je vous en parle. Voilà. Ben oui, surtout qu'il va être adapté au cinéma. Voilà. Alors ça, c'est mon livre depuis très longtemps que je lis, que je relis, qui est d'une puissance extraordinaire, qui a un petit côté quand même roman policier, mais en même temps avec beaucoup, beaucoup de psychologie, de questionnement. Et moi, je trouve que c'est un personnage fascinant parce que c'est un personnage qui tombe plus bas que terre, qui est au pire de tout, enfin, je veux dire, qui est même obligé de se faire passer pour mort pour s'évader de sa prison, qui a été trahi, qui a été, on lui a marché dessus et en fait, il arrive à s'en sortir. Et ça, moi, à chaque fois que j'ai des moments difficiles aussi dans ma vie, je pense à ce personnage-là. Et je suis assez fasciné, je dois dire, par ce personnage-là. Donc voilà, c'est un livre Un que roman, j'aime donc. beaucoup. Et, euh, et tu sais, il fait partie de ces livres, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a le film qui sort, donc effectivement, on commence à en parler pas mal. Il fait partie de ces livres dont on est nombreux à parler, mais qu'on ne lit pas assez, en fait. Il faut le lire, vraiment, du début à la Il faut le fin. relire parce qu'on le lit au lycée. Et en fait, c'est encore mieux. Moi, je me suis aperçue avec plein de livres que j'avais détestés au lycée. Quand on les relit, quand on est vraiment adulte, on a le recul nécessaire pour faire Tout à fait. l'analyse qu'il y a et on redécouvre. On se dit, ah là là, j'ai failli passer à côté de ce truc alors que je l'avais enterré et qu'on m'avait fait lire. On nous force à lire et ça, c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien. Mais le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment une merveille. Je suis Ouais. d'accord.
D'accord. Comme Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, Voilà. c'est quand même un truc extraordinaire. Ben moi, mon conseil de lecture de ce soir, c'est ça, Entendre nos fantômes. Donc, je vous engage à aller en librairie. Il est encore sur toutes les tables, côté polar. Donc, vous allez voir, en général, ça dure plus longtemps que la blanche, les piles de polar. Donc, allez vraiment découvrir allez faire la connaissance plutôt du docteur Vic Vikensen, parce que c'est vraiment un personnage haut en couleur. C'est un roman policier d'une maîtrise incroyable. Donc, il est signé Sacha Perrin, c'est aux éditions Robert Laffont. Avant de te donner le mot de la fin, je vais me dire qu'on se retrouvera mercredi prochain à 19 heures avec Chloé Hollings pour un livre qui s'appelle Entière et qui est paru aux éditions Payot Rivage. Sacha, je te laisse le mot de la fin. Bah, je te remercie pour cette rencontre passionnante. Je t'avais déjà fait la dernière fois pour un autre livre. Donc, je te remercie aussi les lecteurs pour d'être venus et de s'intéresser à ce personnage-là et à ce livre. Et bah, j'espère que ça leur donnera envie de vivre, d'écrire peut-être, ou de me raconter en tout cas ce qu'ils en ont pensé. Parce que là, voilà, maintenant, on est dans la phase, euh, comment dire, moi j'aime bien cette idée que c'est toujours le lecteur qui achève le livre. Et maintenant, on est vraiment dans cette phase-là. Donc, moi, ce que j'ai hâte de découvrir, c'est comment ils vont percevoir le livre, qu'est-ce que ça va leur raconter de leur propre histoire et quel écho ça aura pour eux. Tu m'as dit tout à l'heure un truc qui m'a fait très plaisir juste avant qu'on se parle. Tu m'as dit que tu avais souligné des extraits du livre, je crois. Et voilà, ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et alors, moi, j'ai tendance à penser, parce qu'avec les polars aussi, que les livres, ils peuvent changer notre vie. Bah, j'espère que celui-là, il pourra un peu changer la vie de ceux qui le liront et que ça les aidera à cheminer dans la vie. Voilà. Moi, j'espère qu'on retrouvera le docteur Vic Vikensen. Si ce n'est pas le cas, avec Guylaine, on sera là pour faire une pétition en ligne pour qu'il y ait une suite. En tout cas, voilà, c'est dit. Donc voilà, Entendre nos fantômes, Sacha Perrin, n'oubliez pas ce nom et ni le titre. Encore un grand merci. Je te souhaite une belle soirée et allez en librairie. Merci à toutes et merci à toi. Merci beaucoup.